Ben, merci à toi Stéphanie, merci à toute l'équipe de l'ISTO. Donc effectivement, tout petit programme puisqu'il va falloir que j'aborde avec vous le sujet de la modification du contrat de travail, de la rémunération et du télétravail. Juste avant, vous voyez bien mon écran en gros, c'est ça? Parfait. Donc, on va aborder alors déjà, obligatoirement, j'ai dû faire des choix. Je ne pouvais pas être exhaustive et vous présenter toutes les évolutions jurisprudentielles, c'était pas possible, de toute façon, ça aurait été absolument indigeste. Donc je me suis concentrée sur ces 3 thèmes-là et sur des façons de les aborder qui sont un petit peu particulières, donc n'hésitez pas après à aller plus loin dans vos questions. Concernant la modification du contrat de travail, il y a eu pas mal de jurisprudence concernant le motif économique. Quand est-ce qu'on peut modifier le contrat de travail du salarié pour des motifs économiques? Je pense que le Covid a peut-être joué dessus, pas que, on sait qu'il y avait des problèmes avant. Donc pour le premier arrêt, on va faire un rappel. La modification du contrat de travail, c'est vraiment la modification d'un élément essentiel, même si c'est plus exactement comme ça qu'on présente les choses. Et donc, lorsqu'elle repose sur un motif économique, il peut s'agir de difficultés économiques, de mutations technologiques, et il faudra obtenir l'accord du salarié, mais au contraire d'un motif, on va dire, plus classique, le formalisme est imposé. Donc, information par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié a un délai d'1 mois pour donner son accord, 15 jours s'il s'agit d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement. Et si le salarié ne répond pas, on parle du principe qu'il a accepté la modification. Et on va voir que il y a des enjeux par rapport à la mise en place d'un plan social économique. Donc on va voir ça tranquillement. Pour commencer, on a un arrêt de 2022. En l'espèce, c'était un projet de réorganisation qui était destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. C'était la société Page Jaune. Elle propose, excusez-moi, une modification du contrat de travail aux salariés. La salariée ne répond pas et donc on part du principe que la modification entre en vigueur 1 mois plus tard. Le plan est validé le 20 novembre. Il a été annulé par une cour administrative d'appel. Donc, on va voir que c'est ce qui a posé quelques soucis. Et donc, la salariée estime que si le plan a été annulé, alors elle n'a pas à avoir son contrat qui est modifié. Elle est déboutée en appel et la Cour de cassation répond que la nullité du plan ne s'étend pas à tous les actes subséquents. Donc, là, je suis désolée, le rhume des foins fait que je tousse beaucoup. J'espère que ce n'est pas trop insupportable en termes de bruit. Donc, dans cet arrêt se pose la question de qu'est-ce qu'un acte subséquent? Donc, un acte subséquent, c'est un acte pour lequel on peut caractériser un lien causal, juridiquement. Donc, déjà, je pensais que c'était assez intéressant de pouvoir revenir sur ce point-là. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que l'acte subséquent n'est pas nécessairement un acte qui suit chronologiquement le premier acte. Ça, c'est ce que sous-tendait la salariée et on va voir que la Cour de cassation ne le retient pas. Donc, si on ne retient pas un effet chronologique, qu'est-ce qui se passe en cas d'annulation du PSE? Que fait le juge judiciaire? Alors, si on annule un PSE, souvent, c'est parce qu'il y a une absence du caractère majoritaire de l'accord. Dans ces cas-là, la procédure de licenciement pour motif économique n'est pas nulle et on applique l'article L1235-16 du Code du travail. Quand le PSE est annulé pour d'autres raisons que l'absence du caractère majoritaire de l'accord, bonne nouvelle, on ne sait pas. Le législateur ne dit rien et la jurisprudence est extrêmement floue puisqu'elle dit qu'il faut trancher en respectant l'autorité de la chose jugée. Donc ça veut dire qu'on est clairement dans un cas un petit peu particulier où il va falloir faire une étude jurisprudentielle vraiment au cas par cas. On voit qu'on a un arrêt du 27 mai 2021 où, pour respecter l'autorité de la chose jugée, ils ont tenu compte de la décision du juge administratif pour ensuite pouvoir trancher les litiges au plan judiciaire. Donc, dans notre arrêt du 23 novembre 2022, on affirme désertement que le juge du fond est fondé. Ça, c'est l'article L1235-7-1.
ce qui permet d'écarter l'application des clauses de l'accord qui portent sur le PSE. Et donc, ça veut dire que l'accord continue d'exister, ce qui conduit le juge judiciaire à tirer les conséquences indemnitaires de la décision administrative sans prononcer la nullité de l'acte. Donc ça, on était sur un premier arrêt qui était assez intéressant concernant la définition de l'acte subséquent et comment on réagit en cas d'annulation du PSE. On va voir un deuxième arrêt, toujours sur le motif économique. Donc là, c'est un arrêt du Conseil d'État qui rappelle la définition du licenciement pour motif économique, on est sur quelque chose d'assez classique, et qui rappelle également comment est-ce que l'inspection du travail doit réagir, doit procéder pour le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé. Donc, il rappelle d'abord que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives, ça c'est normal, sinon ce serait une discrimination syndicale. Ensuite, l'inspecteur du travail ou le cas échéant le ministre doit vérifier si cette modification est bien justifiée par un motif économique et si la demande d'autorisation du licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Alors, l'autorité administrative doit s'assurer du bien fondé d'un tel motif, c'est-à-dire qu'on ne vient pas camoufler finalement un licenciement discriminatoire. Et s'il y a bien une réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, alors le licenciement peut être effectivement prononcé pour motif économique, même pour un salarié pas protégé. Donc, là, dans ces cas-là, la Cour administrative d'appel avait entaché son erreur pour une erreur de droit, puisque l'administration doit vérifier que la modification du contrat de travail n'est pas strictement nécessaire, mais justifiée par un motif économique. En fait, à ce moment-là, la Cour administrative d'appel avait dit que le licenciement n'était pas strictement nécessaire. Et le Conseil d'État rappelle que ce n'est pas la question qui lui est posée. La question qui lui est posée, c'est si on repose bien sur un motif économique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt ? D'abord, la modification du contrat de travail va être acceptée si le motif économique est correctement allégué. Et donc, on ne doit pas aller chercher une modification strictement nécessaire. J'ai trouvé cet arrêt intéressant parce qu'on pourrait effectivement penser que si ce n'est pas strictement nécessaire, est-ce que ça camoufle une discrimination syndicale? Et on voit bien que là, le Conseil d'État a une application des textes qui est vraiment très classique. Troisième arrêt. Là, on est sur un arrêt qui va porter sur la modification du contrat de travail concernant la clause de mobilité. Alors, je vais aller très vite parce qu'on y passe beaucoup de temps en formation d'habitude, mais le principe, c'est que quand il y a une clause de mobilité, il s'agit d'un changement des conditions de travail, on n'a pas besoin d'avoir l'accord des salariés. Quand il n'y a pas de clause de mobilité, mais qu'on reste au sein du secteur géographique, on est aussi sur un changement des conditions de travail, pas d'accord du salarié. Je passe sur ce que c'est que le secteur géographique parce que c'est très complexe. Et lorsqu'il n'y a pas de clause de mobilité, qu'on est en dehors du secteur géographique, alors c'est une modification du contrat de travail, il faut obtenir l'accord du salarié. Dans cet arrêt, c'est un salarié qui est engagé en qualité de chauffeur-livreur. Il y a un projet de réorganisation. Le comité d'établissement, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore CSE, est consulté. Le 30 novembre 2015, on envoie au salarié une proposition de mutation. Le salarié refuse cette proposition de modification et en fait, il est mis à disposition de la nouvelle entreprise, c'est-à-dire qu'il reste chez lui avec maintien de sa rémunération. Et en fait, lui, donc en parallèle, non, je ne vais pas faire comme ça, excusez-moi. Donc le salarié demande la résiliation judiciaire au tort de l'employeur. La Cour d'appel et le Conseil de prud'homme lui donnent raison. La Cour de cassation ne lui donne pas raison parce que, en fait, pendant que le salarié est en maintien à domicile, l'employeur a élaboré un plan de sauvegarde qui permettait de résoudre le sort des salariés qui avaient refusé la modification du contrat de travail et ce PSE a été homologué par l'ancienne directe qui est devenue la DRITS. Et donc, lorsqu'il a été licencié pour motif économique, lui, il avait fait en parallèle de ça sa demande de résiliation judiciaire.
je reprends juste pour être sûre d'être claire, on lui propose une modification, il la refuse, on le laisse à domicile, lui fait une demande de résiliation judiciaire, mais pendant ce temps-là, l'employeur, lui, poursuit la procédure économique correctement. Et donc, en fait, la Cour de cassation va expliquer que la modification était valide, je vais revenir là-dessus, parce que le PSE, on n'est pas obligé d'attendre l'homologation pour tout ce qui est mise en œuvre de la restructuration. L'obligation d'attendre l'homologation du PSE, c'est lorsqu'il y a des licenciements pour motifs économiques relevant de la compression des effectifs. Et donc, cet arrêt est assez intéressant parce qu'on va venir distinguer dans le PSE compression des effectifs et mise en œuvre de la restructuration, c'est-à-dire vous avez refusé la modification et donc on ne peut pas vous garder. Je continue. Dernier arrêt sur le motif économique. Le 4e arrêt, on est sur une clause de mobilité signée par une salariée plusieurs mois avant son transfert, enfin avant le transfert d'entreprise. Là, vous allez voir, l'employeur a été un petit peu filou, c'est clairement ce qu'on peut dire. Donc, clause de mobilité signée plusieurs mois avant le transfert, et au moment du transfert, la nouvelle société utilise la clause de mobilité pour changer l'entreprise, enfin la salariée de lieu de travail, elle refuse, et donc on la licencie. La Cour de cassation est très catégorique. Elle estime que c'est une manœuvre déloyale. Pour bien comprendre ça, il faut rappeler qu'avant les ordonnances 2017, il y avait vraiment une jurisprudence, la loi, qui imposait de maintenir les contrats de travail en cas de transfert d'entreprise. La loi travail de 2016, excusez-moi, il y a une faute sur le diapo, et les ordonnances de 2017 viennent vraiment mettre un coup de poignard dans cette catégorie très classique de la loi où on maintient les contrats de travail. Et on va voir que l'évolution jurisprudentielle est assez ambiguë par rapport au maintien des contrats de travail. La loi travail et l'ordonnance Macron estiment que si le transfert est nécessaire pour sauvegarder l'activité, on peut ne pas maintenir les contrats de travail. En 2016, on a une jurisprudence qui vient accepter le fait qu'on ne transfère pas les contrats de travail, donc vraiment dans cette lignée juridique-là. En 2019, on a une rupture qui résulte du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail. Donc, au moment du transfert, on modifie le contrat de travail du salarié. Le refus du salarié est encadré par un arrêt de 2019. Je les reprends pour que ce soit bien clair. 2016, l'hypothèse, c'est que si la modification est due au transfert par lui-même, alors la rupture peut être réalisée en dehors des règles applicables au licenciement pour motif économique. Deux autres jurisprudences en 2019 et en 2022, on est sur une autre hypothèse. À l'occasion ou après le transfert, l'employeur, le nouvel employeur, prend l'initiative de modifier le contrat. La décision porte sur l'organisation de l'entreprise, alors il doit y avoir une cause économique. Finalement, en fait, ces arrêts, on pourrait se dire, sont totalement antinomiques, un petit peu quand même sur le fond, mais sur la forme, on arrive à comprendre que finalement, c'est vraiment la modification par rapport au transfert qui permet de comprendre comment est-ce qu'on qualifie la modification du contrat et donc comment est-ce qu'on licencie le salarié dans ces cas-là. Dernier arrêt concernant la modification du contrat de travail et le motif économique. Là, excusez-moi, je me suis perdue. Sur cet arrêt concernant la modification économique et le transfert, la question se pose de qu'est-ce qu'une manœuvre déloyale? Une manœuvre déloyale, c'est un agissement patronal qui va pas faire obstacle au transfert, mais qui va empêcher que le contrat puisse se réaliser aux anciennes conditions. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on voyait un employeur un petit peu anticiper le transfert, mais c'est vraiment la première fois que la Cour de cassation vient encadrer, poser ce qu'elle appelle des manœuvres déloyales. J'ai terminé sur les modifications du contrat de travail et le motif économique. J'ai trouvé un arrêt qui est très intéressant concernant la modification du contrat de travail et la discrimination religieuse. Donc, c'est un arrêt de 2022. C'est un salarié qui fait partie d'une entreprise de nettoyage et après le transfert d'entreprise,
il refuse plusieurs fois sa motivation, enfin, sa mutation pour de différentes raisons, des raisons d'horaire, des raisons religieuses et in fine, l'employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse. Et cet arrêt est très intéressant parce qu'en fait, normalement, enfin là, la Cour de cassation explique que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnée au but recherché. Ça, on connaît bien. C'est un article très classique concernant les libertés individuelles et collectives. Et là, quand on applique à l'espèce, la Cour de cassation estime que la mutation disciplinaire répondait à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Donc, par rapport aux conditions d'exercice de l'activité du salarié, la clause de mobilité était légitimement mise en œuvre par l'employeur. Et elle estime également que le caractère proportionné au but recherché de la mesure, donc qui permettait le maintien de la relation de travail, ne constituait pas une discrimination directe et injustifiée en raison des convictions religieuses. Donc, au contraire de ce que dit la Cour d'appel, le licenciement n'est pas nul. Cet arrêt pose vraiment plusieurs questions. Il peut être effectivement aussi critiqué. D'abord parce qu'on aurait pu aller sur le terrain de la discrimination directe, ce qui aurait clairement simplifié les choses. Et la mesure est proportionnée et légitime car l'employeur avait proposé plusieurs mutations. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de cette décision. Tout d'abord, pour maintenir la relation de travail, les conditions de travail peuvent être modifiées. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et ça ne pose pas de problème en droit. Et ça a fait écho à un arrêt qu'on connaît bien, qui est la jurisprudence du boucher de Mayotte, où un boucher est embauché et après son embauche, il explique qu'étant musulman, il ne veut pas toucher à du porc. Et donc, la réponse, à ce moment-là, ça avait été de dire que, à moins que ce soit prévu dans le contrat, l'employeur n'a pas à s'adapter aux convictions religieuses. Donc, on aurait pu envisager une articulation avec cette solution du boucher de Mayotte et dire que en 2019, les aménagements à la demande du salarié selon ses conditions religieuses n'ont pas à être mis en place a posteriori. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt? Alors déjà, on est sur le terrain de la discrimination, donc il faut toujours agir avec beaucoup de prudence. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois. Et pour justifier son arrêt dans ces cas-là, il faut vérifier. Ah, je suis désolée. Pourtant, j'ai l'impression de respirer normalement. Vérifier que l'employeur a proposé plusieurs solutions et que la mesure n'est pas discriminatoire parce qu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle, déterminante et proportionnée au but recherché. J'ai terminé sur la modification du contrat de travail. Il y avait beaucoup de choses à voir. J'espère que j'ai pu être à peu près claire quand même. Les arrêts étaient vraiment très intéressants. J'ai essayé d'aller le plus à fond possible. Là, je vais passer au télétravail, sans absolument aucune transition. Donc, il y a 3 arrêts qui ont été assez intéressants sur le télétravail ces 2 dernières années. La question qui se posait, c'est est-ce qu'on doit verser des tickets restaurants à un salarié en télétravail? On avait 2 décisions, une du tribunal judiciaire de Nanterre et une du tribunal judiciaire de Paris. Celui de Nanterre disait que les tickets restaurants étaient octroyés seulement aux salariés travaillant sur site. Donc, comme le télétravailleur n'est pas sur site, il n'avait pas à en bénéficier. Et celui de Paris, qui avait condamné à reverser les tickets restaurants parce que, pour le tribunal judiciaire de Paris, dans les faits, les tickets restaurants étaient versés sans condition. On a quelques arrêts de cour d'appel. La jurisprudence est encore assez floue. Donc, c'était intéressant de voir cet arrêt de Conseil d'État qui porte quand même sur la fonction publique, donc il faut le prendre avec un petit peu de prudence, mais qui indique que si les tickets resto sont versés à tout le monde, alors on doit les verser aussi aux salariés en télétravail. C'est une première étape dans la réflexion qui n'est pas définitive. On va vraiment attendre les arrêts de Cour de cassation. Cour d'appel de Dijon, on est sur une salariée qui est en télétravail depuis le début de son contrat. Elle avait une clause de mobilité et elle est licenciée parce que
l'employeur décide de mettre en place la clause de mobilité pour l'obliger à venir au siège. La Cour d'appel estime que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse parce qu'il y a toujours eu télétravail et c'était abusif de vouloir changer le mode de fonctionnement, surtout que l'employeur n'expliquait absolument pas en quoi il était nécessaire qu'elle vienne sur site pour justifier ce licenciement. Uniquement utiliser la clause de mobilité était insuffisant. Donc, ça rappelle quand même que le télétravail, une fois qu'il est mis en place, on ne peut pas l'arrêter de façon abusive. Point très intéressant, ça peut être quelque chose qui va mobiliser les employeurs à venir négocier des accords pour justement prévoir le retour sur site quand ils mettent en place du télétravail. Cet arrêt peut être utilisé dans ce sens-là. Dernier arrêt sur le télétravail, l'accident de travail du télétravailleur. Donc, on a une présomption dans le Code du travail qui indique que le télétravailleur qui a un accident est présumé être un accident de travail. Et là, cet arrêt est intéressant parce qu'il permet de voir comment est-ce qu'on articule si c'est un accident de travail ou pas. Le salarié est en télétravail, il y a une panne informatique, il sort pour voir d'où vient le problème, il discute avec le technicien qui est en train de réparer la panne informatique et un poteau électrique lui tombe dessus. Là, la cour d'appel estime qu'il n'y a pas de télétravail parce qu'il a interrompu son travail. Par contre, on a un autre arrêt, c'est un arrêt du tribunal administratif pour Orange. C'est une salariée qui est en télétravail sur le temps du midi. Elle n'a que 45 minutes, donc elle ne peut pas sortir en fait de chez elle, elle n'a pas le temps. Et en retournant au travail, elle a oublié d'éteindre sa plaque vitrocéramique. La maison prend feu, elle est brûlée. Là, par contre, on estime que c'est un accident de travail parce qu'elle n'a pas interrompu sa mission. Voilà, ces deux arrêts articulés permettent de donner quelques billes pour savoir comment est-ce qu'on qualifie un accident de travail. Dernière partie, et j'ai presque fini. J'ai voulu aborder la notion d'évolution de la rémunération en 2023 et j'ai trouvé cet article du magazine La Croix qui explique que, en moyenne, les entreprises anticipent une hausse de l'enveloppe salariale de 4,5%. J'ai trouvé que c'était une super nouvelle. Je me suis dit, on va tous être augmentés de 4,5%. Stéphanie, tu rédiges maintenant mon contrat, s'il te plaît. La slide après va beaucoup moins m'arranger. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, on va parler de l'augmentation, de la prime de la valeur ajoutée. On a eu un accord national interprofessionnel sur la participation et l'intéressement, une évolution du bulletin de salaire et le versement à la carte. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Sur l'augmentation 2023, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les chiffres de la DARES sont un petit peu moins ambitieux puisqu'on est plutôt sur une moyenne de 1,5%. Donc voilà, c'était plus anecdotique qu'autre chose, mais quand j'ai voulu chercher un peu les évolutions, j'ai trouvé cet article et cette étude. Alors excusez-moi, c'est une enquête du cabinet Alixio, qui est aussi citée notamment par les Échos. Donc voilà, j'ai une moins bonne nouvelle moi, à vous annoncer. Selon la DARES, on ne sera peut-être pas autant augmenté fin 2023. Concernant la prime sur la valeur ajoutée, il faut savoir que c'est en 2018 mis en place en réponse aux Gilets jaunes. C'est une prime qui est proposée par Emmanuel Macron. En 2022, elle devient prime sur la valeur ajoutée et au 1er juillet 2022, elle doit être versée à l'ensemble des salariés. La PEPA, c'est prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. À ce moment-là, elle était limitée à 1 000 € et pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC. Je vous ai fait un tableau où vous avez, en fait, comme c'est maintenant pour tous les salariés, la distinction entre les salariés dont le salaire est inférieur à 3 fois le SMIC et ceux dont il est supérieur. Donc, les plafonds d'exonération, c'est 3 000 €, montés à 6 000 € au moment où vous mettez en place un accord d'intéressement ou de participation. Pareil pour les autres. L'exonération pour l'employeur de contributions sociales et de cotisations salariales. Pour les salariés, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ni de CSG, ni de CRDS, et il n'y a pas non plus de taxes sur les salaires ou au forfait social. Par contre, pour les salaires supérieurs à 3 fois le SMIC, on voit qu'ils sont soumis à ces différentes taxes et cotisations-là. Je vous fournirai ce PowerPoint, donc vous aurez le tableau. Je me permets d'avancer un petit peu plus vite. L'accord national interprofessionnel qui a été signé le 10 février 2023 porte sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, il faut savoir que le partage de la valeur, c'est participation, intéressement,
abondement à un plan d'épargne entreprise, par exemple, ou un plan d'épargne retraite. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale et dont l'étude est encore en cours. Donc, on va voir si cet accord va être transformé en, excusez-moi, en loi. Alors, pour commencer, là, vous avez un tableau qui permet de voir que la part des salariés qui ont accès à un dispositif de participation ou d'intéressement est clairement en deçà de ce qu'on pourrait s'attendre au vu du fait que c'est quand même obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés. Et donc, un des objectifs de cet accord, c'est d'augmenter la négociation collective pour, à terme, permettre que les salariés puissent avoir plus facilement accès à ces dispositifs-là. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettraient en place une négociation, que ce soit au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, il y aurait possibilité de déroger à la formule légale qui est souvent présentée comme très contraignante. Deuxième objectif, renforcer les obligations qui permettraient d'augmenter le nombre d'entreprises qui ont cet partage de la valeur et d'ouvrir les dispositifs, c'est-à-dire que les entreprises pourraient choisir autre chose que la participation et par exemple prendre en compte des résultats exceptionnels sans que ce soit aussi encadré qu'aujourd'hui. Il me reste 2 diapos, j'ai presque fini. Là, je vais très vite. Évolution du bulletin de salaire. On voit que maintenant, les employeurs vont avoir l'obligation de faire apparaître le montant net social. L'objectif, c'est de pouvoir bénéficier plus facilement des ressources. Les modèles vont être plus simples, plus lisibles. Et il y aura une obligation à partir du 1er juillet 2023 d'avoir ces modèles plus simples et de faire apparaître le montant net social en 2024. Dernière réflexion un petit peu prospective pour terminer. On constate une augmentation du nombre d'acomptes qui a augmenté. Est-ce que ça répond à un besoin pour les salariés d'obtenir un fractionnement de leur salaire, d'être payés toutes les semaines, par exemple? C'est une ouverture que je soumets à votre réflexion. Pour l'instant, en tout cas, c'est impossible au regard du Code du travail. Merci à tous de votre écoute. J'ai été beaucoup trop rapide à mon goût, mais je voulais répondre au mieux aux contraintes de temps.